Merci encore à vous d'être là, de contribuer. Votre présence est déjà une contribution active à l'association des alumni. Vous savez qu'on en a besoin. Je vous redis qu'on a besoin encore d'adhésion. Alors, vous savez que les adhésions maintenant sont gratuites. Donc, je ne sais même pas s'il faut encore employer le mot adhésion, mais l'idée de cette notion même d'adhésion gratuite, c'est de venir remettre à jour son profil dans le site web et à partir de là, vous devenez euh, une ressource pour l'association, c'est-à-dire vous devenez une possibilité, vous devenez à la fois vous pouvez recevoir l'ensemble de nos informations et en même temps vous devenez une solution, une chance pour d'autres. Donc vraiment essayez autour de vous. On sait que souvent, c'est par grappe qu'on adhère. Donc, secouez le cocotier de vos promotions respectives pour que les gens adhèrent en masse. Bon, les chiffres sont très bons, progressent beaucoup ces derniers mois. Euh, je vous donne deux infos avant d'initier la masterclass avec Julien. Un premier petit mot pour vous dire que mardi prochain, on a un moment de formation, de sensibilisation. Voilà, c'est ce qu'on appelle nos ateliers. C'est mardi, c'est alumni. Et là, pour une fois, les ateliers sont souvent payants, très modestement. Et là, on a une session complètement gratuite qui commence à avoir pas mal de monde sur Clubhouse. On a une alumni qui s'appelle Mélanie Ardouin, peut-être qu'elle est là, je ne sais pas. Mélanie Ardouin, elle a le grand mérite d'être une ceinture noire en Clubhouse. Elle va tout nous expliquer. Va nous donner toutes les clés pour s'initier, comprendre. Et ça, c'est mardi prochain. Également, juste un petit mot pour vous dire, parce que ça peut intéresser certaines personnes, et on va commencer aussi à en parler pas mal et à faire quelque chose avec ce réseau. Le réseau Alumni se développe énormément à l'international. On est en train de planter plein de petits drapeaux et d'ouvrir plein de petites ambassades partout dans le monde, sur tous les continents à peu près. Je crois qu'on a maintenant même, je crois, on a l'Australie aussi, donc on a plusieurs pays d'Afrique. Le Brésil, les États-Unis, côte est, côte ouest, la Chine, Singapour, etc., etc. Donc, pour l'instant, ça reste encore un sujet local. L'idée est d'animer les communautés localement, mais c'est aussi une ressource qui sera partagée avec tout le monde, à la fois pour les étudiants, quand on repartira sur des années de césure en présentiel à l'étranger, mais aussi pour vous, si vous avez des perspectives d'expatriation ou faire du business avec des pays. Voilà, on aura des points d'entrée dans pas mal de pays. Et enfin, si vous voulez tweeter ce soir, allez-y. Vous savez que voilà, c'est du @CelsaAlumni ou le hashtag CelsaAlumni. Voilà pour le petit moment de promotion sur l'association. Si vous avez des questions, des remarques, utilisez abondamment la partie discussion. J'ai un œil dessus, et d'ailleurs Julien aussi, donc on pourra rebondir sur les questions au fur et à mesure. Et sinon, de toute façon, on a prévu un temps dédié pour cet échange de questions-réponses. Voilà un peu le règle du jeu. Je vais vous présenter rapidement Julien, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Julien Ferré, c'est l'intervenant parfait pour nous, ce qui coche à peu près toutes les cases. Si on devait faire le scoring de l'intervenant pour les alumni CELSA, c'est à peu près l'intervenant parfait, puisqu'il est à la fois alumni, il a un doctorat en sciences de l'information et de la communication au CELSA, mais en plus, il est professeur associé au CELSA dans le département Marc, et en plus, il n'est pas que théoricien, il a plus qu'un pied, je pense qu'il a un pied et demi, peut-être qu'il a plusieurs pieds d'ailleurs, plus que deux pieds, il a un pied dans la pratique, puisqu'il est directeur de la communication de Voyage SNCF, qui justement a une architecture de marque bien robuste avec du Ouigo, du TGV Inouï, de l'Intercité, etc. Donc, voilà, ce qu'il va nous raconter, il le pratique. Et en plus, dernière case cochée, il a une actualité majeure puisque, vous l'avez vu, donc il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Les dessous des marques. Je vous invite vraiment aux éditions Ellipse à acquérir. C'est extrêmement, enfin on va parler beaucoup de ce sujet-là, c'est d'abord un plan assez naturel, la création de marques, entretenir une marque et la mort des marques, voire même, on en parlera, ressusciter des marques, parce que les marques ont ce site particulier
on vient de passer le pont de l'Ascension. Ceci de particulier, c'est qu'il ressuscite potentiellement. Donc un plan extrêmement, je trouve, une lisibilité du plan top, beaucoup d'exemples et très récents avec des marques, avec beaucoup de cas de marques. Notamment, j'ai remarqué quand même quelques marques Suze, Apérol, donc ça c'est pour l'ambiance apéro en terrasse, mais aussi pas mal de marques sur le luxe. Il y a une partie sur le luxe avec notamment des marques assez contemporaines comme Cézanne, donc des marques assez modernes, donc intéressant. Et donc on va parler de ces sujets-là. Donc on va parler de la marque, du branding. Avec une première, Julien, encore. Donc merci Julien d'avoir accepté cette intervention pour nous, pour les alumni. Première question, assez basique, mais comment toi tu définis une marque? Dans le livre, il y a pas mal de composantes comme un puzzle sur la marque. Donc comment toi tu la définis? Tu la définis parfois dans le livre comme un élément très orienté business, mais aussi sur des sujets parfois de long terme, de réputation, de temps lent. Donc voilà, ta définition. Donc, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et ça me fait particulièrement plaisir d'être dans une communauté celsienne. Je pense que vous savez à quel point c'est important pour moi. Je précise avant de répondre à ta question que l'ouvrage est un collectif. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça illustre aussi à la fois ma façon de réfléchir et ma façon de travailler, c'est-à-dire que c'est un livre mosaïque et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs définitions de la marque. L'idée étant d'avoir des regards qui sont complémentaires et c'est assez proche finalement de la façon aussi dont j'ai construit ma vie professionnelle. Vous avez des chercheurs, donc des chercheurs du CELSA qui ont bien voulu prendre la plume et se livrer à un exercice de traduction de leurs travaux pour des non avertis. Des patrons d'agence aussi qui ont accepté d'écrire, donc plutôt avec un regard de praticien, mais de praticien d'agence, et puis des DIRCOM. Puisque ce qui m'intéressait aussi, c'est de donner la parole à des DIRCOM qui sont souvent des gens qui sont beaucoup dans la pratique, mais qui ne sont pas forcément dans l'écriture. Et donc, je voulais avoir des récits de marque et des récits qui racontent, c'est pour ça que ça s'appelle les dessous, qui racontent le pourquoi du comment. Parfois, on voit une pub et on se dit, mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là sérieusement? Et donc, c'est intéressant d'avoir un décodage pour comprendre les tenants et les aboutissants, les enjeux politiques et ainsi de suite. Donc, si je reviens à la question de départ qui est qu'est-ce que c'est une marque? Je vais faire une réponse de Celsien. Pour moi, une marque, ça se rapproche du signe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui met en relation une réalité matérielle, c'est-à-dire quelque chose de concret, un produit, un service, quelque chose qu'on peut souvent acheter, mais pas que. Mais il y a quand même une dimension marchande souvent, et avec un signifié, c'est-à-dire un imaginaire, des valeurs, de la valeur, qui peut servir à se définir, à se positionner par rapport aux autres ou en soi comme individu. Mais en tout cas, c'est ça qui va faire l'originalité de la marque, c'est sa capacité à gérer des types de réalités qui sont extrêmement différents et à imprimer d'un côté à des objets du sens et à rendre ce sens très concret parce que ça s'incarne dans un vêtement, un téléphone, un mode de transport et ainsi de suite. Et alors, sur cette définition-là, moi je greffe, alors c'est un sujet extrêmement terre à terre, mais je sais que pour le coup, les praticiens en entreprise peuvent être confrontés à ce sujet-là. C'est que souvent la marque peut être un objet de bataille territoriale entre plusieurs fonctions dans l'organisation, la direction du marketing par exemple en premier lieu. Et parfois il y a même des directions de marque qui sont disjointes de la direction de la com. Est-ce que c'est une bataille que tu penses qu'un DIRCOM doit mener, c'est-à-dire le fait de je sais pas comment dire, s'accaparer ou préempter la marque, le sujet du branding, de l'architecture de marque, ou c'est un sujet qu'on peut co-traiter, sur lequel on peut être simplement copilote, ou c'est vraiment une bataille qui vaut la peine d'être menée en termes d'organisation et de relations dans les organisations? Alors, j'aime bien cette question parce qu'elle pose le sujet de l'organisation, qui est un sujet auquel on ne pense pas forcément avant d'avoir fait ses premiers pas chez un annonceur, mais qu'on rencontre très vite à partir du moment où on travaille dans une organisation en entreprise. En fait, c'est assez compliqué déjà parce que d'une entreprise à l'autre, les dénominations direction de la marque, direction de la communication, direction marketing, elles recouvrent des choses qui sont extrêmement différentes. Parfois, vous voyez quelqu'un qui est directeur marketing, vous lui demandez mais qu'est-ce que vous faites? Et il vous répond je fais des campagnes de communication commerciale, j'anime les réseaux sociaux et je fais de l'animation en point de vente.
Et en fait, cette fiche de poste, ça pourrait très bien être la fiche de poste d'un directeur de la communication dans une autre entreprise. Donc, c'est assez compliqué en termes de frontières. Pareil, direction de la marque. Il y en a dans certaines entreprises, il n'y en a pas dans d'autres. Pourtant, il y a quand même des marques partout. Et donc, ça pose les questions en fait des étiquettes et plus que du titre, où est-ce qu'on met les choses à l'intérieur. Je vais faire une réponse de Normand sur la question. Moi, je pense que la vraie réussite d'un DIRCOM, c'est d'avoir fait que les autres se sont appropriés la marque. Et en fait, qu'ils ont l'impression de la manipuler, voire de l'influencer. Je vais même aller plus loin. Quand je suis arrivé chez SNCF il y a 3 ans, donc c'était en juin 2018, ma première mission, c'était de lancer la marque TGV Nuit. Donc c'était un truc un peu fou parce que ça faisait pratiquement 40 ans qu'on parlait du TGV et donc c'était la nouvelle version, la modernisation de la marque TGV en TGV Nuit et en une offre de service. Et mon objectif, ça a été que ce ne soit pas simplement un lancement de communicant, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une campagne à la télé et qu'après les gens se disent waouh, ça a changé et qu'il ne se passe rien d'autre, notamment dans les trains, mais que en fait, ça influence la façon dont, par exemple, les agents à bord gérer la relation avec leurs clients, qui passe de contrôleur, parce que souvent on dit le contrôleur, au métier de chef de bord et que en fait, ça s'incarne dans une relation servicielle qui soit extrêmement forte, c'est la promesse de la marque. Et donc, j'ai passé finalement presque plus de temps à raconter l'histoire de la marque, à raconter pourquoi on faisait la marque, à raconter quel était le rôle de chacun et ainsi de suite, qu'à faire en fait une copie télé. Et je disais souvent aux agents quand je les voyais, puisque je suis allé par porter la bonne parole aux 4 coins de la France, ça fait c'est partie de ma façon aussi de comprendre l'entreprise. À chaque fois, je disais, mais en fait, je parlais à un mec qui faisait la relation client sur les réseaux sociaux ou alors un chef de bord qui faisait le Paris-Lyon, et je lui disais, mais en fait, la trace que vous avez laissée auprès du client de la marque TGV Nuit, elle est beaucoup plus importante que la trace qu'on va laisser en télé. Et finalement, c'est vous qui êtes détenteur de la marque. Parce que c'est dans la façon dont vous incarnez le produit tous les jours, au mec qui fait dans le technicien qui entretient les toilettes, à l'agent qui va dire bonjour quand la personne passe les portes d'embarquement, à la personne qui est sur Twitter et qui répond au nom de la marque. C'est tous ces gens-là en fait qui vont imprimer une expérience qui va être beaucoup plus forte en termes de souvenirs qu'une simple publicité que j'aurais pu faire à un moment donné. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, je pense qu'entre nous, entre gens de communication, la marque, elle est bien à la communication, mais par contre, ça ne fonctionne que si tout le monde a l'impression de travailler une ressource partagée et d'être partie prenante. En fait, le succès de la marque, pour moi, c'est quand un chef de bord sur Twitter cite TGV Inouï en mettant en avant une posture de service et en disant ce qu'il a fait pour un client, par exemple. Et là, en fait, il a l'impression d'être un contributeur, et c'est le cas d'ailleurs. Et c'est ce qui fait, in fine, le succès de la marque. Le pire qu'on peut faire, sinon, c'est de créer une marque à deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté une super belle image de marque, et puis après, derrière, un score de satisfaction, par exemple, à bord, qui est dégueulasse. Et en fait, c'est bien pire parce que vous créez un horizon d'attente qui est extrêmement fort, et après, derrière, une déception dans la prise en main du produit. Et quand on est un produit extrêmement démocratique, en fait, on ne peut pas faire ça parce que sinon, in fine, on se retrouve coincé par les belles promesses qu'on a pu faire et la qualité de service qui s'est retrouvée à bord. Et, et est-ce qu'aujourd'hui, dans ton expérience, dans ce que tu mets en place, il y a la gouvernance des marques, parce que, encore une fois, il y en a beaucoup sous ta gouverne. Enfin, voilà, ça se gouverne, il y a des comités, ou c'est quelque chose qui justement, se fait plus naturellement par capillarité, ou c'est. Alors, je ne sais pas si c'est propre à la SNCF, parce que c'est le seul annonceur que j'ai fait avant j'étais en agence, mais on fait beaucoup, on se voit beaucoup et on parle beaucoup. On aime bien quand les agendas sont remplis de 8h30 jusqu'à 19h30, c'est bon signe. Donc oui, il y a une grosse comitologie. Euh, Trêve de plaisanterie. Moi, en fait, je coordonne 3 marques effectivement que sont TGV Nuit, Ouigo et Intercité. Donc celles-ci, elles sont dans mon giron et encore TGV Inouï, Intercité en direct et Wigo, je la coordonne, mais il y a une équipe dédiée qui travaille sur Wigo. Donc oui, forcément, ça implique une forte communication entre les gens. Et puis aussi un travail de cohérence des territoires, puisque ce qu'on veut, c'est qu'elles ne se cannibalisent pas, mais que chacune trouve sa place, réponde à l'autre et se définisse par sa propre aspérité. En fait, ça a des conséquences business qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que si jamais l'une cannibalise l'autre, notamment Wigo qui cannibalise TGV Nuit avec le prix, ça pose un risque de destruction de valeur pour l'entreprise qui est extrêmement fort.
Donc, c'est lié en fait très fortement au marketing. Donc, oui, il y a une cohérence au niveau de la communication. Après, il y a une énorme cohérence aussi au niveau du marketing. En vrai, le couple marketing-communication, c'est un couple soit souvent qui est fusionné, soit quand dans des grosses structures comme la mienne, c'est un couple qui doit fonctionner extrêmement bien. Moi, je passe, on va dire, 50% de mon temps dans une semaine avec la direction marketing parce que tous les projets sont construits de concert. Et puis après, il y a des marques sur lesquelles je n'articule pas forcément la marque, mais par contre, je suis extrêmement vigilant sur la façon dont nos marques fonctionnent avec elles. C'est nos distributeurs, notamment oui.sncf, qui est notre distributeur un peu préféré, puisque c'est le distributeur de la maison. Donc forcément, j'ai des sujets d'harmonisation qui sont extrêmement forts. On partage des choses en termes de territoire, en termes de nom, et dans la façon dont on articule les campagnes. Et puis la marque corporate SNCF, puisque toutes mes campagnes sont endossées. Et donc, endossé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marque me donne, SNCF me donne, entre guillemets, caution de ce que je fais. Et donc, forcément, ça doit être en cohérence avec ce qu'elle est. Et puis, deuxièmement, je nourris cette marque. C'est-à-dire que en fait, les marques commerciales, celles que je gère, c'est celles qui ont le budget majoritaire chez SNCF, puisque c'est un peu le nerf de la guerre du B2C. Et donc, forcément, quand je communique au nom de Wigo, quand je communique au nom de TGV Nous et d'Intercité, j'imprime des valeurs et je fais remonter des choses sur la marque mère SNCF. Donc, ça joue dans les deux sens. Je ne sais pas, c'est une question qui n'était pas prévue, mais tu as là comme interne dans ton giron aussi, parce qu'on parle là des populations, des collaborateurs, etc. Est-ce que cette notion Exactement. de En fait, collaborateur, ouais. quand je suis arrivé chez SNCF, je m'occupais uniquement de la communication externe, c'est-à-dire la publicité, les médias, et puis tout ce qui est lié au parcours de l'expérience client. Donc, c'est les boutiques, par exemple. On a quelques points de vente avec les vitrines, les PLV, les bornes libre-service, le design intérieur-extérieur des trains, les PLV du bar, le e-billet, le portail Wi-Fi. Donc, tous les points de contact de l'expérience client, à partir du moment où la marque est marquée, ça passe à un moment ou un autre dans mon équipe. Et puis, pour une question de cohérence, l'année dernière, j'ai récupéré aussi la communication interne. En fait, à cause de ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que, on s'est aperçu que construire des marques fortes, ça ne pouvait se faire que si on faisait aussi bouger et changer l'interne. Et que, en fait, construire une marque forte, c'était construire une marque qui s'exprimait de façon forte, mais dont l'interne était aussi un ambassadeur, notamment parce que sur les 17 000 agents que compte l'activité dont je m'occupe, il y en a 6 000 qui sont au contact des clients. Et donc, forcément, ce qu'ils disent, c'est ce que dit la marque et vice-versa. Donc ça, c'était extrêmement important. Et puis, j'ai récupéré aussi ce qu'on appelle chez nous la social room, c'est-à-dire les réseaux sociaux, parce que, pas uniquement les campagnes, mais en fait, à partir du moment où les gens viennent nous solliciter sur les réseaux sociaux, @TGV Inouï, @Wigo, @Intercité ou @SNCF, et donc après, je redispatche évidemment dans les centres de relations clients à distance quand c'est des sollicitations clients. Si c'est des VIP, donc des élus ou alors des politiques, des gens qui sont très influents, on répond depuis Paris, depuis mon équipe. Et j'ai récupéré ça parce que en fait, les réseaux sociaux, c'est un énorme point de rencontre entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire que c'est difficile de dire si c'est interne ou externe. Quand vous avez 17 000 agents et 250 000 collaborateurs au sein de l'entreprise, ils ont tous des comptes Twitter et ainsi de suite, et ils parlent tous de l'entreprise. Et donc, et puis, on a beaucoup encouragé ça aussi en interne à doter nos agents en relation client, qui sont en contact avec les clients d'outils. Et donc, souvent, un chef de bord, il a un compte Twitter et il va publier sur Twitter en même temps qu'il fait son annonce au téléphone. Il va publier je suis votre chef de bord du train numéro truc muche. Est-ce que si vous avez des questions ou si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et donc, forcément, les réseaux sociaux sont un vrai lieu de rencontre interne-externe. Alors ensuite, puisque le gros de ce livre, en effet, qui est en effet un livre à plusieurs voix, à plusieurs auteurs, c'est d'où l'intérêt, encore une fois, je suis d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de cas qui sont traités et avec des vraies monographies, donc c'est assez intéressant de regarder ça comme ça. Comment est-ce qu'on… Alors justement, quand j'avais formulé la question, j'avais du mal à formuler le verbe et je me suis dit, c'est peut-être ça en fait la question, c'est quel verbe faut-il employer pour te poser la question? Comment on entretient, on protège, on gère une marque? Alors, quel verbe il faudrait employer? Est-ce que c'est un truc très gestionnaire? Une marque, c'est un capital, c'est un stock, c'est plutôt la métaphore de la finance. Est-ce que c'est plutôt une métaphore écosystème, biotope, il y a des prédateurs, des machins, etc. Enfin, quels sont les bons verbes? Voilà, plusieurs, j'imagine, mais…
En fait, c'est ce qu'on essaie un peu de travailler dans le livre. En fait, le livre est organisé autour de trois parties. Une partie sur la naissance, sur la vie et sur la mort des marques. Il faut la mort ou la mort ou la renaissance. La Renaissance. La mort et la renaissance, puisqu'il peut y avoir les deux, ou la fusion, puisque ça arrive aussi souvent qu'il y a des mariages plus ou moins heureux, enfin ça dépend, on fait ce qu'on peut. En tout cas, ma conviction, c'est qu'une marque, elle est collée à une offre de service ou un produit. Alors, produit, ça peut être marchand si on est dans le rayon du jambon, mais un produit, ça peut être aussi plein d'autres choses. Quand je dis produit, je veux dire en fait, ce pourquoi elle est là. Et ce qui fait la force d'une marque, c'est sa capacité à s'adapter à cette donne de marché. C'est-à-dire que, en fait, elle n'a de sens que parce que elle donne de la valeur à un moment ou à un autre à telle ou telle offre de service. Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur d'abandonner une marque. En fait, à partir du moment où elle est plus connectée au système de valeur de l'entreprise, en fait, la marque, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister juste comme un patrimoine. Elle doit forcément être liée à une offre de marché, à un produit, à une offre de service, et ainsi de suite. Okay. Une question qui me semble intéressante à poser dans le flow. La RSE aujourd'hui dans la structure chez toi, elle est positionnée où? Est-ce que c'est aussi un signifié que la marque doit porter? Et là, la question est aussi plus particulièrement sur la dimension, je vais dire, QVT, qualité de vie au travail, bien-être professionnel. Est-ce que c'est aussi un sujet de l'expérience collaborateur en symétrie des attentions de l'expérience client? Comment ces deux points on peut imaginer qu'on est moins ambassadeur de sa marque si on n'est pas super bien dans ses baskets et dans son sous le képi. Alors, deux choses. Alors, sur la dimension RSE au sens, Oui. tout ce qui est environnement, effectivement, il y a même sur la RSE au global, il y a une direction qui est séparée. Par contre, tout ce qui est lié à la communication sur ces sujets RSE passe par les services de communication, soit au niveau du corporate quand c'est endossé sous la marque SNCF, soit chez moi quand en fait on décide d'en faire un argument commercial. Je prends un exemple. On était un peu frileux sur le sujet et depuis la fin de l'année dernière, on a décidé de parler beaucoup de la comparaison modale, c'est-à-dire de la comparaison des émissions de CO2 entre le train, l'avion et la voiture. Et du coup, on s'est mis à intégrer dans la pyramide de marque de chacune des marques dont je m'occupe cette dimension RSE à travers la comparaison modale. Donc, on a produit en fait trois éléments, trois publicités, trois éléments de communication pour chaque marque dont je m'occupe, et puis un programme plus corporate, donc à destination interne et à destination RP, qui s'appelle Planète Voyage, qui en fait raconte ses arguments et qui est endossé par un parrain qui s'appelle François Gabard. Donc ça, c'est sur la partie vraiment green. En fait, effectivement, sur tout ce qui est RSE, ça va être dirigé par une équipe spécifique, parce qu'en fait, la RSE, chez nous, ça a des implications industrielles qui sont extrêmement compliquées. Quand on veut, par exemple, passer les toilettes qui sont en eau bleue, en eau claire, en fait, c'est des processus industriels qui prennent des années et c'est un travail d'ingénieur. De la même façon, quand on veut, alors ce n'est pas chez moi, mais c'est chez mes amis de réseau, quand on veut se débarrasser de certains pesticides pour désherber les voies de chemin de fer, forcément, ça a encore une fois des implications industrielles qui sont extrêmement fortes. Donc, la partie industrielle va être traitée dans cette direction-là, et ensuite la partie communication va être prise en marche chez nous. Sur la partie RSE au sens bien-être interne, effectivement, c'est une entreprise avec un corps social qui n'est pas neutre. C'est un personnel, comme vous le dites, qui peut avoir beaucoup de tensions. C'est très fortement syndicalisé. En plus, il y a des endroits où le travail est très dur. On est une entreprise qui fonctionne 365 jours par an, 7 jours sur 7, avec beaucoup de travail de nuit, notamment pour la maintenance des trains. Si vous êtes dans Technicentre, par exemple, vous vivez vraiment ce qu'on appelle l'industriel au sens premier du terme. Donc, ça fait effectivement partie des sujets qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Moi, ce que j'essaie de faire à travers la communication, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est de donner le sens. C'est-à-dire que c'est une grande entreprise, il y a des réorganisations en permanence, de la rationalisation à certains moments, des systèmes de changement et ainsi de suite. Et donc, un de mes gros sujets, c'est de faire porter, de bien expliquer, de raconter la stratégie de l'entreprise, de pourquoi on fait les choses et de le faire descendre jusqu'en bas. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est aussi de mettre en avant le positif.
pas forcément nier les sujets de tension ou les sujets qui sont compliqués, mais aussi montrer ce qui va bien. C'est-à-dire que globalement, et ça c'est la même chose sur les réseaux sociaux en externe, hein, mais en interne c'est tout pareil, forcément c'est toujours les choses négatives qui remontent et pas forcément les choses positives. Et donc, d'être capable d'arriver à remonter ces choses-là de façon extrêmement positive. Et puis enfin, le troisième point, je pense qu'il faut avoir aussi une communication qui est sans langue de bois et qui s'attaque au problème. Typiquement, je prends un exemple. Tous les mois, je réunis dans l'activité dont je m'occupe les 3000 managers. Donc, c'est beaucoup 3000, hein, mais c'est à comparer aux 1000. Les 3000 managers autour de mon patron, donc Alain Krakovic, autour d'un chat, avec des questions comme celui qu'on a là en ce moment, et on prend l'ensemble des questions par ordre de like, quelles qu'elles soient. Et donc, ça peut être des questions qui sont extrêmement dures sur les syndicats, l'évolution du temps de travail, la rémunération, et ainsi de suite, ou des questions qui sont beaucoup plus des questions stratégiques de stratégie d'entreprise, et on les prend toutes les unes après les autres. Et puis, 2 fois par an, on l'ouvre aux 17 000 collaborateurs, et donc n'importe qui peut se trouver à la gare de Marseille ou travailler dans un technicentre peut poser une question au patron et il trouvera une réponse. Donc voilà. Et puis enfin, le dernier point, j'en parlais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Pour moi, en fait, il y a un énorme levier chez SNCF. Alors, c'est un interne qui est très difficile. Par contre, c'est un interne qui est très attaché à l'entreprise. Et donc, c'est comment est-ce qu'on travaille la fierté, comme à la fois en utilisant la communication externe pour montrer à l'interne que en fait, les clients sont extrêmement curieux, intéressés par ce qui se passe, et comment est-ce qu'on utilise aussi la communication interne pour les sortir et les montrer. Donc les réseaux sociaux, c'est un des lieux qui est extrêmement intéressant. On a monté par exemple une série qui s'appelle Les métiers de l'ombre, où en fait on montre aux clients que pour que le train fonctionne et qu'il ait ce niveau de service et cette qualité de confort, il y a certes son chef de bord qu'il voit et qui en fait a un peu la partie émergée de l'iceberg, mais qu'en dessous, il y a tout un tas de métiers, le conducteur, la personne qui est dans les toilettes, la personne qui s'assure de la sécurité, et ainsi de suite, qui sont des métiers invisibles qui participent en fait à cette qualité de service et à cette satisfaction extrêmement positive du client. Et donc ça, c'est à la fois un outil externe et puis c'est aussi un outil interne parce que ça permet en fait de revaloriser justement ces gens-là qui sont dans l'ombre de la qualité de service. Sur le green, justement, finalement, vous avez plutôt gagné. En tout cas, si on regarde la loi Pompili, sur le. Oui. Ça a été vos autres amis, tu dis ça publiquement, les autres modalités, enfin les autres modes de transport, mais il y a deux, trois modes de transport qui étaient moins contents de votre communication. C'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on a fait une communication donc, qui s'appelle le key visuel sur TGV News, ça s'appelle Grande vitesse bas carbone. C'est une motrice sur un fond vert avec la comparaison des modes de transport. Et en fait, on a post-testé la campagne qui est sortie en janvier de cette année. Et c'est la campagne qui a le mieux marché de la vague d'affichage. Il y avait d'autres visuels qui étaient plus commerciaux, notamment parce que les gens se sont aperçus que le TGV, qui considérait comme une grosse machine très lourde et donc très consommatrice d'énergie et ainsi de suite, était en fait assez compétitive, voire très compétitive, et par rapport à l'avion, puisqu'on peut le citer, il y a le sujet des émissions qui est par rapport à l'avion, mais aussi par rapport à la voiture personnelle qui paraît comme assez souple, assez léger. Mais en fait, quand vous mettez le nombre de voitures qu'on peut mettre dans un train, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes bien meilleur en termes d'émissions. Il y a une vision qui est intéressante. Est-ce que tu as une vision, et dans le livre, d'ailleurs, il y a plus de marques B2C, mais pas que. Est-ce que tu vois des vraies différences par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit jusqu'à présent, que ce soit sur la création, l'entretien, la vie, etc., de la marque, des différences entre le B2C ou le B2B? Il y a notamment le cas de Storia, ouais. Sopra ou plutôt dit autrement, est-ce que pour le coup il y a un tronc commun qui reste valable pour une marque B2C et une marque B2B? En fait, j'en ai beaucoup discuté avec Soprasteria. Donc, c'est la DIRCOM de Soprasteria qui a écrit l'article, puisque c'est Soprasteria Next, c'est la marque conseil du cabinet Soprasteria. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, en fait, les mécanismes sont assez similaires. Par contre, les niveaux de réponse ne sont pas les mêmes et les leviers non plus. Qu'est-ce que j'appelle le niveau de réponse? C'est-à-dire que quand vous communiquez auprès du grand public, les gens ne vous attendent pas.
C'est-à-dire que quand vous faites une affiche, par exemple, les gens, ils n'en ont rien à faire de vos marques. Souvent, je dis ça aux équipes communication, même aux étudiants, parce que souvent, quand on fait de la publicité ou de la communication, on a tendance à surestimer l'attention des gens qui sont en face de vous. Les gens, les consos, en fait, ils n'attendent pas les publicités, ils n'en ont rien à faire, voire souvent, c'est plutôt une nuisance. Et donc, ils sont plutôt dans l'évitement, ils n'ont plutôt pas envie de les voir et ils ne les trouvent pas intéressantes, elles ne les amusent pas et en fait, ils trouvent que c'est de la réclame. Quand on fait de la communication en B2C, on a tendance à chercher de l'impact, à simplifier à l'extrême et puis avoir aussi une forme de dragouille un peu du conso parce qu'il faut quand même l'intéresser en lui faisant de l'humour, un clin d'œil, un truc comme ça qui va un peu l'interpeller. En B2B, c'est un peu différent parce que vous êtes sur des marchés qui sont beaucoup plus petits et sur lesquels en fait les gens ont un vrai intérêt pour vous, c'est-à-dire que vous allez leur faire une offre de service, vous allez leur faciliter la vie dans la gestion de leur supply chain, ce genre de choses. Enfin, en fait, des choses qui sont très liées à leur quotidien et qui vont potentiellement les aider. Donc, vous avez une attention naturelle qui est un petit peu plus forte, ce qui fait que l'attention de la cible finale est plus intéressante. Et puis, vous êtes sur des communautés qui sont beaucoup plus petites, puisque quand vous faites du B2C, vous allez draguer, moi, sur les marques dont je vous parle, c'est des marques qui sont très grosses avec beaucoup de population. Je fais voyager tous les Français tous les 2 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, en fait, j'ai tous les Français qui ont voyagé dans mes trains. Donc, j'ai, on va dire, un potentiel de cible de 70 millions. Quand vous êtes sur du B2B, en fait, vous êtes sur des potentiels d'effectifs qui sont beaucoup plus petits. Et donc, vous allez avoir tendance à privilégier des leviers qui sont différents. Du contenu, de l'approche directe, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce n'est pas forcément la façon de gérer la marque qui va changer, mais c'est plutôt les tuyaux et les leviers que vous allez pouvoir utiliser qui vont être un peu différents. Forcément, vous allez avoir moins recours à la publicité. Enfin, ça dépend des marchés B2B, mais en général, en tout cas, on est sur des impacts qui sont un petit peu moins importants. Et vous allez travailler sur la façon de véhiculer vos messages et de les raconter de façon un petit peu différente. Vous êtes plus incarné avec le patron, incarné avec des personnes clés dans l'entreprise, et ainsi de suite. Mais sinon, en dehors de ça, vous êtes sur des logiques, en tout cas de gestion de marque, qui vont être assez similaires. Il ne faut pas penser qu'une marque B2B, elle est moins complexe parce qu'elle est sur du B2B. Simplement, elle ne va pas s'exprimer de la même façon. On a parlé de l'habit, on va dire ça comme ça. On va passer, je ne terminerai pas là-dessus, hein, je vous rassure, c'est un peu la mort d'une marque. Donc, plusieurs évoqués, voilà, un acte volontaire pour mettre fin à une marque, éventuellement de contraintes, c'est-à-dire des nouvelles contraintes législatives, business, etc., qui finalement imposent ou naturellement tuent la marque. Après, on parlera de la renaissance des marques iconiques, etc. Mais déjà, sur la fin d'une marque, est-ce que, voilà, une technique pour… Non, mais en fait, j'ai absolument. En fait, j'ai eu à gérer le rachat de Webus par Blablacar et donc la mort de Webus. Et en fait, je voulais en faire un chapitre là-dessus parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui sont présents sur donner naissance à une marque et ainsi de suite. En fait, franchement, la jeunesse d'une marque, c'est le plus facile. C'est-à-dire que, en plus, aujourd'hui, il y a une vraie démocratisation des outils. Le naming, vous voyez, limite, ça se fait sur LinkedIn, on vous propose 3 noms et vous choisissez lequel vous voulez, et ainsi de suite. Enfin, en fait, le digital a rendu la création de marque extrêmement facile parce que ça a démocratisé en fait des outils qui étaient souvent des outils réservés à des professionnels. Et d'ailleurs, il y a une prolifération de marques, hein, c'est-à-dire que vous regardez sur tous les secteurs, B2B, B2C, il y a de plus en plus un foisonnement de petites marques qui existent. Même faire vivre une marque, au départ, c'était compliqué parce qu'il y avait quand même un gros taux d'échec. Et en fait, le digital, encore une fois, a fait baisser le coût d'accès aux médias. Et donc, vous pouvez très bien, avec 1 000 €, 2 000 € avoir une stratégie de monétisation sur les réseaux sociaux. Elle sera faible, mais en tout cas, vous pouvez commencer à faire exister une marque. Par contre, il y a peu d'ouvrages et il y a peu en fait, de gens qui envisagent la fermeture d'une marque. Et en fait, mine de rien, comme il y a beaucoup, beaucoup de création, il y a aussi beaucoup, beaucoup de fermetures et on n'y pense pas forcément. Et en plus, la marque, c'est un phénomène qui est assez compliqué parce que c'est un signe qui peut, tout à l'heure on en a parlé, hein, c'est un signe qui est lié à une réalité matérielle et c'est souvent un signe qui peut perdurer au-delà de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez des marques de luxe, une fois qu'elles ont produit des objets, par exemple, ces objets vont continuer à durer et même peut-être à perdurer de façon vintage au-delà de la vie de l'entreprise qui aura mis la clé sous la porte. Et en plus, et voir c'est des produits qui vont même peut-être prendre de la valeur. Et donc, ce qui est assez compliqué avec la marque, c'est qu'elle n'appartient pas qu'à l'entreprise. À un moment, en fait, quand elle a diffusé ses produits, en fait, chaque personne qui a acheté un produit ou qui a acheté quelque chose, elle a en fait une petite partie du patrimoine de la marque.
Et donc, ça crée presque ce qu'on pourrait appeler des marques fantômes, c'est-à-dire des marques qui existent sans entreprise. Donc, dans le livre, si ça vous intéresse, il y a un article effectivement sur la fin de Webus, parce qu'en fait, ça demande de l'attention, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transfère des communautés, des bases de données aussi, de gens qui vous connaissent, et puis aussi comment est-ce qu'on orchestre le changement. Par exemple, il y avait aussi un autre exemple qui est dans la troisième partie, qui est sur un cas petit déjeuner de Lu, qui est devenu Belvita. Donc en fait, on a tué la marque Petit Déjeuner et puis on a mis Belvita à la place, qui était une marque internationale qui s'est imposée. Et donc, il y a tout un phasage avec, au départ, on annonce sur les packaging, attention, Petit Déjeuner de Lu va bientôt disparaître et ça sera remplacé par Belvita en petit. Et puis après, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est Belvita en gros et puis c'est marqué anciennement Petit Déjeuner. Puis après, Petit Déjeuner est tué, donc du coup, on ne voit plus Petit Déjeuner. Donc il y a un système aussi qui est très lié au temporel. Et d'ailleurs, c'est un élément important, en fait, c'est-à-dire que souvent, ça se fait du jour au lendemain sur le plan juridique, c'est-à-dire que le rachat ou le transfert il va se faire du jour au lendemain. Par contre, il y a une dimension temporelle qui est beaucoup plus importante. Et donc, mort, potentiellement renaissance, en effet, il y a une valeur qui reste, voire même la vie, en effet, dans les consommateurs qui perdure et qui peut, à un moment donné, sous cet effet de valeur, enfin des marques qui sont d'ailleurs rachetées ensuite pour faire autre chose ou qui renaissent avec justement cette dimension. Bon, moi j'ai un petit faible, je ne crois pas que tu dis ça dans le livre, mais comme tu parlais de Lu, je pense à Figolou, le petit gâteau à la figue, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, Moi j'étais très content qu'il refasse surface. il a une ardeuse défenseuse auprès de Fabienne Sintès sur France Info, qui est une grande fan du Figolu et qui a beaucoup œuvré pour son retour. Ok, voilà, donc voilà, donc typiquement Figolou, je sais pas, retour du Figolou chez Lu, mais ça c'est intéressant de voir que finalement voilà, il peut y avoir une seconde vie, ça peut renaître, voire ça peut même renaître en s'amplifiant dans l'automobile aussi, la DS, etc. Ça c'est un élément qui te semble. Est-ce que tu penses quelque chose qui est très qui est très lié à notre époque ou c'est quelque chose qui est assez qui est dans le propre d'une marque parce que c'est un élément vivant En fait, deux éléments de réponse là-dessus. Un, il ne faut pas oublier que parfois, ça coûte moins cher de faire renaître une marque que d'en créer une nouvelle. Et voir le taux d'échec qui peut être moins important aussi. Tu parlais de l'automobile, hein, ça se fait beaucoup. Hein, et alors, c'est soit des marques modèles. Hein, je pense notamment à l'admirable travail qu'a fait Fiat sur la renaissance de ces modèles iconiques. Et par ailleurs, tu fais baisser en fait la marge d'erreur. Ça se voit beaucoup aussi dans le cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors, je ne sais pas si on peut considérer qu'un film c'est une marque, mais de plus en plus les producteurs ont tendance à faire des remakes ou alors à faire des suites parce que en fait ça fait baisser l'erreur qu'on peut prendre en termes de sortie à partir du moment où on se base sur une licence qui a beaucoup de succès. Donc oui, je pense qu'à ce moment-là, on peut effectivement parler de marque. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est intéressant, je trouve, dans ces sujets de renaissance, c'est de voir comment est-ce que, enfin, quelle est la capacité de la marque à évoluer de façon plastique, c'est-à-dire s'adapter soit à une époque, soit à des changements internes, externes. Il y a un article dans le livre sur la troisième partie, donc la mort des marques, qui est un article de Margot Besnier, qui est une doctorante au CELSA, qui fait sa thèse sur la Parisienne. Et elle a fait un article sur les marques éponymes qui survivent à la mort de leur créateur. Ce n'est pas pratiquement le cas de toutes les marques de luxe, en fait. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'une marque éponyme… Et en fait, elle a fait cet article à la mort de Karl Lagerfeld parce que Chanel, c'est presque une marque qui est morte deux fois. C'est-à-dire qu'elle est morte quand Gabrielle Chanel est morte. Et en plus, elle est morte quand Karl Lagerfeld est mort parce qu'il incarnait tellement la marque qu'il y avait presque une équivalence entre Karl Lagerfeld et Chanel à un moment, beaucoup plus d'ailleurs que d'autres marques dont Karl Lagerfeld s'occupait, comme Fendi, qui était bien plus incarné par la famille Fendi et donc qui avait beaucoup moins souffert, on va dire, de la mort de Karl Lagerfeld. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de se dire comment est-ce que la marque, elle peut à la fois sanctuariser ses codants au moment où elle se met à revivre ou à vivre différemment sous la patte d'une autre figure, et puis en même temps évoluer et se stretcher parce que ce qui va faire en fait le succès de la marque, c'est sa capacité aussi à s'adapter à l'instant, c'est-à-dire au moment et au présent, et à pas simplement entre guillemets manipuler des codes qui sont de l'ordre du patrimoine, mais à se renouveler pour être en phase avec le marché. Et c'est d'autant plus vrai sur le marché de la mode, qui est un marché qui se renouvelle extrêmement vite.
Je dis aussi dans le livre, il y a pas mal enfin, il y a aussi un cas moi, que j'aime bien parce que je le suivais quand ça s'appelait encore Éco-emballage, mais donc il y a un cas, le cas de Citeo aussi, Oui. pour dire à tout le monde il y a pas mal de cas dans le livre qui ne sont pas que des cas marchands. Voilà. Bon, là, on parle pas mal. Il y a aussi donc il y a des vrais sujets on en a parlé pas mal de cas dans le monde du luxe. Il y a aussi le cas de Vinted qui est traité. Puis, mais le cas de Citeo est vraiment abondamment traité. Il fait l'objet d'un long dossier, presque, enfin, d'un chapitre important. C'est intéressant aussi de regarder des cas d'entreprises, alors presque là, pour le coup, presque d'intérêt général, enfin, en tout cas, qui ont un rôle ouais, d'intérêt général quand on est éco-emballage, ex-éco-emballage Citeo. Donc, le cas de Citeo, il est Ouais. intéressant, même si tu me pardonneras, il a été écrit par quelqu'un qui a fait Sciences Po. Oui, je sais bien, je la connais aussi. Séverine Labadré. Non, il est vraiment intéressant parce que tout à l'heure, on parlait des entreprises comme SNCF qui brandissent la RSE comme un argument commercial. Là, en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire que le business de CTO, c'est la RSE. Et donc, c'est comment est-ce que la marque et la com de CTO peut devenir un incitatif de son business, puisque en fait, l'entreprise n'a de raison d'être que si il y a du geste de tri et qu'on augmente le geste de tri. Donc, c'est en fait, on renverse presque la problématique. Et là, en fait, la marque et la com sont un véhicule au service du business de CTO qui est le recyclage, en fait. Je voulais absolument qu'on parle aussi, alors on a un peu parlé grâce à vos questions sur la RSE, n'hésitez pas si vous avez des questions à continuer à les poser, sur la marque employeur. Donc là on a parlé un peu de la dimension d'expérience collaborateur et l'importance du collaborateur ambassadeur, etc. Mais donc j'imagine que quand on a 17 000 personnes, etc., etc., il y a un besoin de recrutement non négligeable, en tout cas avec peut-être des statuts qui sont particuliers ou pas, j'en sais rien. Mais et il y a souvent là aussi, c'est amusant parce que la marque employeur, ça fait aussi souvent l'objet d'un peu d'une bataille de tranchées. Est-ce qu'elle appartient au RH? Est-ce qu'elle est, elle est en co-gestion comme et la question aussi qui se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a une seule marque avec ses déclinaisons ou bien il peut y avoir des singularités telles qu'une marque employeur vive un tout petit peu sa vie de manière indépendante ou autonomiste du discours global de la marque plus commerciale. Quelle est enfin, à l'issue de ce livre et de ton travail, quel est ton point de vue? Enfin, il y a plusieurs questions, Nina, désolé. Oui, tu me diras si jamais je n'ai pas tout répondu, tu me relanceras. Alors déjà, sur le partage de la marque versus marque employeur, en fait, je pense que ça dépend aussi de la complexité de l'organisation de l'entreprise en termes d'architecture de marque. C'est-à-dire que souvent, la marque employeur, elle est portée plutôt par la marque groupe et donc pas forcément par les marques produits. Et donc, ça pose des questions. Et d'ailleurs, chez nous, par exemple, ça pose des questions d'attractivité parce que on recrute au nom du groupe SNCF, mais on recrute, que ce soit d'ailleurs en externe ou en interne, pour travailler sur TGV Inouï ou pour travailler sur Ouigo ou pour travailler sur Intercité. Et donc, forcément, il y a des gens qui vont avoir plus d'affinité pour travailler sur un produit ou sur un autre. Et il y a des marques qui vont donner plus envie que d'autres pour aller chercher les gens. Là où on a, nous, des vrais sujets sur la marque employeur, en fait, on est une entreprise qui recrute beaucoup. C'est surtout ces métiers industriels dont je parlais. Pourquoi, en fait, on a un problème là-dessus? C'est parce que il y a une espèce à la fois, déjà il y a une pénurie, c'est-à-dire que c'est des métiers en fait durs, techniques, avec des situations pénibles, hein, du 3-8, pas de jours fériés, pas de Noël, pas de premier de l'an et ainsi de suite. Donc c'est quand même des métiers sur lesquels qui demandent un investissement un peu presque proche de la, enfin, dans lequel il y a souvent un peu de passion. C'est-à-dire qu'on tombe souvent aussi dedans parce qu'on est un peu passionné par le monde ferroviaire. Et ça, d'ailleurs, c'est autant sur la partie industrielle que sur la partie chef de bord, parce que chef de bord, c'est pareil, c'est souvent des gens qui passent la nuit, parce qu'en fait, on fait un Paris-Biarritz, mais un Paris-Biarritz, c'est trop long pour revenir dans la journée. Donc, en fait, ils vont passer une journée sur place, puis ils vont revenir après. Et malheureusement, ça va tomber le jour de leur anniversaire, quoi, donc ils ne verront pas leur famille. Donc, on est exactement dans les deux types de choses. Et puis, par rapport au métier industriel, il y a aussi la dimension invisible dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens vont penser à SNCF, pour un métier, ils vont penser chef de bord, contrôleur, parce que c'est le métier que vous voyez tous les jours, donc vous y pensez. Par contre, pensez être le type qui va entretenir les boulons qui vont serrer les vis de la voiture. Ça, ce n'est pas forcément au départ une vocation.
Et donc, ça demande effectivement deux types de communication. Une communication qui va être extrêmement massive et qui est plutôt une communication de révélation. La série dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, celle qu'on appelait des métiers de l'ombre, elle était exactement là-dedans. Il y a un moment, quand on a lancé la marque TGV Nuit, par exemple, on utilisait un véhicule. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a lancé le premier film TGV Nuit il y a 3 ans, il y avait un petit chien qui s'appelait Bobby, puis qui avait disparu. En plus, peut-être qu'il y avait une faute de raccord dans le film publicitaire télé. Et donc, on avait lancé une opération qui s'appelait Où est Bobby? Et Où est Bobby avait fait le tour de la France des destinations pour la saison 1. Et pour la saison 2, il était parti se balader justement dans ces endroits où on ne sait pas qu'il y a des métiers SNCF. Et donc, il avait été, par exemple, dans ce qu'on appelle un COS. Le COS, c'est comme la tour de contrôle dans l'espace aérien. C'est l'endroit où il y a tous les gens qui pilotent la ligne et qui vont faire que les trains ne se rentrent pas dedans, qu'il y a un vrai cadencement et ainsi de suite. Il a fait un tour aussi, Bobby, en technicentre. Il a été là où on prend les trains qui sont en demi-vie, donc qui ont 15 ans d'existence et qui sont totalement rénovés, désossés et refournis pour avoir l'air neuf pour les prochains clients. Donc, il a fait comme ça un tour de France. Donc, on a emmené un vrai chien en tournage en Alsace, dans Technicentre, et ainsi de suite, dans un COS, à la gare de l'Est aussi. Et puis, en fait, ça a eu un tel succès interne, cette opération, parce qu'en fait, les gens étaient super fiers de montrer leur métier, qu'on s'est fait totalement happer par le sujet, et on a été obligé de faire des peluches Bobby qu'on a envoyées dans les établissements, et les gens se sont pris en photo avec la peluche et l'ont posté sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été un énorme élan. C'était hyper intéressant parce que, en fait, la marque employeur, c'est exactement comme la marque commerciale, hein, c'est-à-dire que c'est quand ce sont les gens eux-mêmes qui s'emparent du sujet pour montrer leur métier et pour raconter ce qu'ils font que vous créez de l'attractivité. C'est beaucoup plus intéressant que quand la marque d'en haut, elle parle, que ce soit d'ailleurs les RH ou le DIRCOM, hein, et elle impose un message. Et là, on a eu une vague de Bobby. Bobby est devenu, a passé une journée dans la cabine Gare du Nord, celui qui fait les annonces micro des trains qui sont à l'arrivée ou qui sont au départ. Il est parti aussi sur nos liaisons internationales, parce que souvent les gens ne savent pas, mais nos trains vont à Milan, à Barcelone, et ensuite, donc il a fait un tour d'Europe, et ensuite on voyait la petite peluche Bobby qui se promenait dans la cabine d'un conducteur, et ainsi de suite, et qui était en fait un hook créatif pour pouvoir révéler tous ces métiers. Et donc, moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce genre de dispositif marque employeur, encore une fois, ma réponse, elle sera ni com, ni RH. En fait, c'est quand les gens s'en emparent. C'est qu'en fait, quand ce sont des vrais gens qui racontent leur métier, qui montrent ce qui se passe et qui se mettent en scène pour aller susciter des vocations. On a une question qui est là aussi un moment qui va se poser pour vous, enfin qui se pose déjà en partie pour vous, c'est l'ouverture du marché à la concurrence. Donc là, est-ce que justement c'est à ce moment-là qu'on voit la vertu d'une marque forte, d'une marque puissante? Est-ce que ça va être un… Bon, alors je ne sais pas s'il y a besoin d'une prise de conscience, mais en tout cas, est-ce que c'est… Ou est-ce qu'on se rend compte aussi à ce moment-là des carences de sa marque, parce qu'elle ne dit pas tout ce qu'on voudrait dire en matière de serviciel, de qualité, etc. Comment vous appréhendez ce sujet qui va arriver de plus en plus et fortement, ouais. Alors, merci beaucoup, David, d'avoir posé la question. C'est vraiment une question assez passionnante. En fait, ça fait déjà longtemps que la SNCF se prépare à l'ouverture à la concurrence. Et moi, en fait, j'ai été recruté pour préparer l'arrivée de la concurrence et construire les marques sur le marché français et transeuropéen. L'histoire, elle a commencé il y a 8 ans, puisqu'il y a 8 ans, la SNCF s'est dit les concurrents vont arriver sur notre marché. Donc, vous imaginez, c'est assez long, mais en même temps, le temps industriel, notamment dans une entreprise comme celle-ci, où c'est des matériaux qui sont très lourds, une commande de train, en fait, ça met 10 ans à arriver. Donc, en fait, si vous n'anticipez pas un petit peu, vous faites le bec dans l'eau quand les choses arrivent. Donc, il y a 8 ans, en fait, la question s'est posée et la SNCF s'est dit, en fait, ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est qu'on soit disrupté comme l'a été le marché aérien. Le marché aérien, au départ, ce sont des compagnies nationales, Air France, Alitalia, et ainsi de suite. Donc, chaque marché a sa propre compagnie, exactement comme sur le marché ferroviaire. Et un jour, il y a un petit malin qui est arrivé, qui s'appelle EasyJet, et qui a dit, mais attendez les gars, vous êtes assis sur un tas d'or, moi je vais casser le business, je vais inventer un nouveau mode de rotation des avions qui va être beaucoup plus intense, et par contre, la valeur que je vais dégager, je vais la redonner aux gens. Et donc, en fait, vous vendez des billets à 100, moi, je vais les vendre à 20. Et en fait, le mec, il a cassé tout le marché. Aujourd'hui, c'est le leader européen du court et du moyen courrier en Europe. Et donc, fort de cette analyse de marché, SNCF s'est dit, en fait, si jamais un concurrent arrive demain sur les rails français,
En fait, c'est une offre low cost qu'il doit lancer, forcément, puisqu'il va casser le marché. Et on a deux choix. Soit on se dit qu'on a une vache à lait et on la traite jusqu'au bout, en attendant de voir ce qui va se passer. Soit on se tire une balle dans le pied maintenant, c'est nous qui créons le low cost, donc on détruit notre propre valeur, mais par contre, on empêche un concurrent dans 8 ans d'arriver et de se positionner sur le marché low cost. Donc, c'est le choix numéro 2 qui a été trouvé, et avec un travail qui a été de dire, et donc c'est là où vous allez voir le marché de la com intervient en couple avec le marketing, intervient de dire, en fait, on peut peut-être trouver une alternative à l'aérien, parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qui se passe sur le marché aérien, mais en fait, Air France, EasyJet a cassé les prix, et donc en fait, le seul moyen qu'ont eu les autres de résister, c'est de faire la même chose. Et donc, Air France s'est mis à vendre les billets, les bagages payants, s'est mis à faire du low cost sur ses avions, à lancer Transavia et ainsi de suite. Et in fine, en fait, c'est la qualité de service de tout le marché qui a baissé. Et donc, ce qu'on s'est dit chez SNCF, c'est de se dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va créer notre concurrence à l'intérieur de l'entreprise. Pour empêcher, en fait, pour bétonner le marché. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, quand vous avez toute l'offre de la SNCF, un concurrent est obligé de faire un MeToo. Il ne peut pas arriver avec une offre breakthrough sur le marché. Et deux, on va le faire parce qu'on va le faire en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que les gens qu'on met dans des Ouigo, ce n'est pas des gens qu'on vire des TGV Inouï, c'est des gens qui ne seraient pas déplacés ou qui viennent d'autres modes de transport, parce qu'ils viennent de la voiture, parce qu'ils viennent de l'avion, et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, en fait, quand on fait des campagnes de communication et quand on monitore les gens qui sont dans le train, on va regarder ce qu'on appelle la dilution. C'est-à-dire qu'on va regarder, est-ce que les gens qui sont à bord du Ouigo, ils auraient pris le train de toute façon, est-ce qu'ils viennent d'un TGV Inouï, ou au contraire, est-ce qu'ils auraient pris un autre mode de transport, ou est-ce qu'ils n'auraient pas voyagé? Et donc, quand Ouigo communique, par exemple, il communique plutôt vers des clientèles qui sont plutôt CSP-, qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, des jeunes ou le train, des jeunes, des gens qui font du covoiturage, des gens qui prennent du bus ou des gens qui ne se déplacent pas. Et donc, par exemple, typiquement, le média planning de la télé pour Ouigo, ça va être des chaînes de CAPSAT et de compléments. Ils vont aller communiquer sur de la télé-réalité et ce genre de choses. Alors que TGV Nuit va plutôt être sur du TF1 ou sur du M6 pour aller chercher en fait le mass market, qui est le mass market qui voyage déjà en train. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a positionné face à la concurrence. Et depuis 3 ans, on a accéléré sur cette stratégie en créant des marques qui sont extrêmement fortes. Pour vous donner un exemple, Ouigo, quand je suis arrivé, c'était dans le brand barometer, donc le baromètre de marque des marques domestiques sur le transport, tout mode confondu, était derrière Blablacar. Et en fait, Blablacar était une marque qui était mieux valorisée par les gens en notoriété, en considération, en préférence que Ouigo. Aujourd'hui, la première marque du secteur transport en domestique, c'est toujours Air France. C'était déjà le cas il y a 3 ans quand je suis arrivé, mais elle est talonnée de quelques pourcents en considération et en préférence par TGV Inouï, qui est deuxième marque du marché alors qu'il y a 3 ans, elle n'était pas dans le baromètre. Et puis, la troisième marque du marché, c'est Ouigo. Et donc, on s'aperçoit qu'on a construit des marques extrêmement fortes, qui sont des marques remparts. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait augmenter le ticket d'entrée pour un concurrent pour pouvoir exister sur le marché. Ok. D'ailleurs, c'est un sujet chez vous de calculer une valeur financière des marques. Enfin, c'est quelque chose qui se fait ou c'est pas encore cette notion de transformer ces data que tu évoques et ces études en valeur bilancielle, enfin sur les bilans. Non, pas forcément. Alors, on mesure beaucoup. Toutes les campagnes qu'on met sur le marché avec des nouveaux assets créatifs, elles sont post-testées. On a un baromètre de marque aussi pour vérifier tout ce qui est lié en fait, soit au KPI lié au purchase funnel, soit les items de marque qu'on surveille. On mesure effectivement aussi tout ce qui est lié à l'efficacité commerciale. Toutes nos campagnes elles sont liées à des KPI qui sont des KPI business, en tout cas sur la partie commerciale dont je m'occupe. Et puis, on monitore aussi beaucoup la satisfaction client, ce qu'on appelle le NPS. Parce que même si ce n'est pas directement l'image de marque, en fait, l'image de marque crée de la satisfaction, ou peut aussi détruire de la satisfaction client. Donc, en fait, c'est vraiment les 3 composantes qu'on regarde quand on regarde l'efficacité d'une campagne. Il y a une question qui était posée tout à l'heure par Christelle. Alors, que pense la SNCF de la résilience professionnelle? Donc, alors, je ne sais pas si tu peux dire ce que pense SNCF, on peut déjà savoir ce que Julien Ferré éventuellement. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça. Si c'est pas clair, Christelle, n'hésite pas à ouvrir le micro et à l'évoquer. Hein. Pour moi, la résilience, c'est surmonter un choc traumatique. Donc, est-ce que c'est lié à la crise? D'ailleurs, ça peut être une question. Je ne sais pas si c'est celle-ci, Christelle, tu posais, mais est-ce que c'est lié à comment aujourd'hui vous vivez ce moment qui est singulier? Alors, c'est assez étonnant parce que la SNCF est une entreprise qui se comporte extrêmement bien en mode crise. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, madame, pose ta question.
en direct. Bonjour. Oui. Bonjour Julien. Bonjour. Oui, Christelle, je suis avec vous. En fait, je suis, mais je suis aussi bénévole aussi qui a mis sur le terrain la résilience professionnelle, être le prix de la résilience professionnelle. Par rapport au contexte sanitaire, alors bon, c'est effectivement d'actualité, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a des contextes conjoncturels aussi autres que la crise sanitaire. Euh, il nous semble que c'est un sujet qui peut être intéressant dans le cadre de là, enfin, on concerne la crise sanitaire, la reprise de travail des gens qui ont été en télétravail depuis longtemps. Donc, comment on aborde en fait la reprise d'activité, comment les managers peuvent gérer en fait certaines angoisses de la reprise de travail. Je sais que bon, la SNCF, vous avez été toujours présent, mais bon, j'imagine que le télétravail aussi a été une solution qui a été apportée à cette crise du Covid. Donc voilà, j'avais votre avis, mais il y a pas que le Covid, ça peut être aussi des maladies de longue durée, comme le cancer qui peut arriver à certains de vos salariés. Voilà, il y a plusieurs sujets sur la résilience professionnelle et je voulais savoir, je sais que vous êtes une entreprise très humaine qui est tournée sur l'humain et je voulais savoir comment vous gérez ça. D'accord. Alors, c'est une question très large. Je vais essayer d'y répondre au moins dans le scope que je maîtrise. En fait, on est une entreprise qui fonctionne très bien sous mode crise. On a eu l'habitude depuis longtemps, vous le savez, grève, problèmes d'animaux percutés sur les voies, et ainsi de suite, problèmes matériels, et ainsi de suite. Donc, notre entreprise, elle est construite pour affronter des crises. Et d'ailleurs, quand le Covid est arrivé et du jour au lendemain, on a dû stopper toutes les circulations, une grande partie, et empêcher les gens de voyager, en fait, ça n'a pas été très compliqué pour nous parce que tout notre mode de fonctionnement d'entreprise est fait pour ça. Je prends un exemple, par exemple, on n'a pas de poste fixe de téléphone. Tout est sur l'ordinateur et tout le monde a des ordinateurs portables. On peut travailler à peu près de n'importe où et c'est fait justement, une entreprise aussi qui est largement délocalisée, on est présent sur tout le territoire, c'est fait pour qu'on soit en mode agile extrêmement fort. Et puis par ailleurs, il y a aussi une dimension qui est la culture cheminote, qui est extrêmement forte, c'est-à-dire que les cheminots sont des gens qui sont dans l'engagement très fort par rapport à leur travail. Et donc, ils sont prêts à, entre guillemets, parfois même, c'est assez dangereux, donc c'est plutôt un point de vigilance pour l'entreprise, parfois même à faire plus, voire trop, pour pouvoir, entre guillemets, un peu sauver l'entreprise et aller au-delà de ce qui est attendu ou pour pallier à des problèmes de matériel, d'animaux écrasés ou ce genre de choses. Donc, c'est presque un point de vigilance, c'est-à-dire comment empêcher que les gens en fassent trop et arriver aussi à trouver des moments, des pauses managériales et ainsi de suite pour pouvoir aussi parfois faire retomber la pression. Là, aujourd'hui, on sent que l'entreprise est dans un état de fatigue qui est quand même assez important, hein, c'est-à-dire que on a connu 3 confinements, donc nous, à chaque fois qu'on fait un confinement, on arrête tout. Et c'est des opérations industrielles qui sont extrêmement fortes. Et après 3 redéparts, en fait, un redépart, on a l'impression qu'on appuie sur un bouton et que les trains repartent. En fait, on recrée des roulements, on refait partir du matériel qui doit être vérifié, et ainsi de suite. Donc, en fait, à chaque fois, c'est une énorme énergie pour l'entreprise, avec en plus des périodes qui sont souvent incertaines. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement pour combien de temps on s'arrête, on ne sait pas exactement quand on repart. Donc, une incertitude qui est extrêmement forte. Et donc là, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie vigilance managériale. En plus, on est une entreprise qui est un peu organisée en temps fort, hein, c'est-à-dire que nous, là, on va avoir un temps fort sur l'été qui est extrêmement fort, on va avoir un plan de transport qui est extrêmement chargé. Et donc, tout notre enjeu, il est de protéger les équipes et de faire un redémarrage de juin qui soit assez serein pour qu'on soit prêt à affronter l'été et avec des clients qu'on va devoir emmener aux 4 coins de la France et des gares qui vont être remplies tout le temps pratiquement. On a un peu dépassé, mais j'avais un dernier petit chapitre. Merci infiniment, Julien. Merci. Je voulais aborder un dernier petit chapitre qu'on a un peu évoqué quand on a parlé de la RSE, mais on a parlé plutôt sur le mode la communication qui accompagne la thématique RSE, qui est un vrai sujet, mais il y a une autre dimension qui est la communication responsable et le fait que la communication soit elle-même
dans ses pratiques responsables et pas simplement qu'elle transporte des messages de RSE. Et d'ailleurs, je mettrai le lien, je vais donner une interview à CB News en partie sur ce sujet-là. Bien Et sûr. je trouvais que c'était assez… je trouvais que les pratiques qui étaient évoquées, parce que souvent quand on pense à communication responsable, on ne pense que au sujet de l'éco-conception et donc Oui. du CO2, ce qui est un vrai sujet, hein, mais qui n'est pas le seul. Et là, dans l'interview à laquelle tu répondais, il y avait aussi cette dimension, le rapport aux agences et aux compétitions, aux prestataires, les castings et la diversité. Donc oui, on est très loin simplement du bilan CO2 des actions de com. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ces pratiques? Bien sûr. Bien sûr. Alors, on a des achats qui sont extrêmement vigilants sur le sujet, donc c'est une culture d'entreprise, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir assez facilement entre 15 et 25% de la note globale d'un appel d'offres qui va être dédiée au sujet RSE. Et c'est une règle pour n'importe quel type d'achat, qu'on achète des rails ou qu'on achète des prestations de communication. Après, comme tu le dis, il y a différentes façons de le faire. Moi, j'entends la RSE dans une façon extrêmement large. Alors oui, j'essaie de privilégier au maximum des tournages en France. Par exemple, les spots télé que vous voyez, ils sont tournés en France. Ils sont d'ailleurs même souvent tournés dans nos emprises, dans nos trains. C'est extrêmement important pour moi de pouvoir avoir cette emprise-là, même si parfois ça peut coûter un peu moins cher en production. Bah, tant pis, on fait des choses un peu différentes et on s'arrange pour que ce soit des tournages qui soient plutôt en France. Et puis après, j'ai une vraie sensibilité aussi à la gestion de nos agences, que j'aime bien appeler nos partenaires, mais parfois ça fait un peu bullshit comme mot. Donc, mais pour moi, c'est vraiment des partenaires. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un article, un dossier dans Stratégie il y a 2 semaines ou 3 semaines sur les clients tyrans. Et j'ai passé 12 ans en agence, donc forcément, je suis sensible à ces questions. Pour moi, c'est des gens qu'on doit à la fois choyer parce que, en fait, ils font partie de l'équipe. Et si on veut qu'ils soient dans de bonnes dispositions et qu'ils travaillent bien avec nous et pour nous, bah, il faut bien s'en occuper. Et puis, qu'il faut aussi pouvoir bien rémunérer. Je prends un exemple. Pour moi, c'était hyper important. Depuis l'année dernière, avec le Covid, on a annulé énormément de campagnes. Donc, du coup, bah, en fait, notre agence média, elle a travaillé double de temps. C'est-à-dire que entre les reprogrammations et ainsi de suite, bah, c'est arrivé que parfois, elle fasse des plannings 2 fois. Normalement, on paye les honoraires sur l'achat d'espace. C'est arrivé plusieurs fois qu'en fait, on leur paye des campagnes annulées en termes d'honoraires, bah, juste parce que quand la campagne elle est pratiquement affichée, bah, en fait, pour eux, le travail il est le même. Et donc, in fine, le temps passé, ils l'ont eu. Et donc, ça m'arrive assez souvent en fait, de rémunérer des campagnes qu'on n'affiche pas. C'est arrivé aussi au moment des grèves des retraites en décembre 2019. Bah, juste parce que je considère que c'est du travail et je considère surtout que dans un rapport client-agence, on n'obtient pas le meilleur des gens en les pressant comme des citrons, tout simplement. Donc, c'est intéressant, je vous invite je vais essayer de partager le lien vers cet article, sinon on fera passer après. Mais voilà, je trouvais que c'était une vision plus complète, disons, du sujet. Quand on C'est le parle moment où on va boire un verre ou pas? Bah, c'est le moment où on devrait aller boire un verre. Voilà. Oh. Donc là, bah, j'en profite. J'en profite, tiens, je passe un dernier message. Donc, on a hâte de. À la fois, on a hâte et on a vu le bénéfice de faire ces visios pour l'association des alumni. D'abord, on a multiplié les audiences grâce à cette visio. On est sorti aussi un peu d'une critique qu'on nous formulait de parisianisme. Donc, je sais pas où vous êtes justement là, toutes et tous aujourd'hui, mais dans ces visios, on a eu nos alumni de l'étranger qui ont pu, et même nos alumni de province, tout simplement, qui nous disaient il y en a que pour les Parisiens dans cette assoce. Donc on va essayer quand même de conserver aussi ce format-là, parce qu'en fait, on voit que ça convient, mais quitte à ce qu'on consacre finalement le peu de budget qu'on a à des moments de vraie convivialité. Voilà, se voir en vrai, je ne vais pas dire pour boire, mais parce qu'on peut faire autre chose, mais pour se parler, etc., etc. Mais conserver aussi ce format-là parce que ça nous permet, voilà, la fois dernière, je ne sais pas si elle est là, mais on avait des alumni du Liban qui s'étaient connectés. Enfin, donc c'est des choses qui sont quand même hyper sympas pour l'esprit réseau. Qui n'était pas possible avant. On verra si on arrive à faire de l'hybride. C'est pas si simple que ça. Il faut un peu de techno. Et encore une fois, on va dire qu'on est dans la frugalité absolue des moyens dans cette association. Donc chaque euro est assez questionne. Mais si on peut faire, on fera de l'hybride. Mais voilà,
tu as raison. Le sujet, on a très envie, en tout cas avant l'été, en tout cas avant le mois d'août, on a très, très envie. On verra les règles sanitaires, etc. Mais on a quand même très, très envie de trouver un petit format à l'extérieur pour qu'on puisse se voir avant de partir à droite, à gauche, que la sauce se fédère une dernière fois en présentiel et pour un moment de convivialité. Donc, Vous pouvez compter sur moi en tout cas. ouais, on n'a pas encore la date, on n'a pas encore le lieu, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, si vous avez des idées, hein, vous savez qu'on a besoin et des énergies, et des mécénats, et des sponsoring, et ça peut être simplement la mise en disant, OK, dans ma boîte, il y a un lieu, elle peut être mise à disposition, elle est sympa, etc. etc. Voilà. Ça peut être simplement ça, ou le bon contact avec la bonne personne, c'est déjà rendre service à l'association et au réseau. Écoutez, merci beaucoup. Encore une fois, merci Julien, passionnant. Merci à tous, hein. C'était un plaisir de partager avec vous. La lecture, franchement, parce que Julien forcément on a parlé de pas mal de sujets et de cas sur des marques, des marques SNCF, voyageurs SNCF, etc. Mais il y a beaucoup de cas et encore une fois très contemporains. Moi, je trouve que c'est ça le sujet aussi, hein, notre métier. Notre métier se transforme, bouge, et voilà, ça fait partie aussi de notre job que d'être curieux et puis de rester alerte sur les enjeux et la modernité de nos métiers. Donc, merci encore de contribuer à ça. Je précise à Sahel pour faire un peu de pub. Donc, moi, j'ai mis mes coordonnées à jour sur le site des alumni. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Il y a mon mail et il y a mon numéro de téléphone, je crois. Donc, allez-y si vous avez des questions, si vous voulez prolonger la discussion, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. C'est sympa de le faire parce que voilà, c'est le premier petit pas. Encore une fois, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu, mais appelez dans le week-end prochain vos 3-4 copains de promo qui ne seraient pas encore hyper connectés. Le premier petit pas à faire, et il est gratuit, et j'insiste sur ce point, parce que vous pouvez imaginer que les 70-72 € qu'on demandait pouvaient être un dernier obstacle. Là, il n'y a plus cet obstacle-là. Vous pouvez toujours faire un don. On a laissé la case de faire un don, hein, si vous voulez. Mais c'est la dernière petite étape. Voilà, parlez-en à 2-3 personnes autour de vous et on arrivera à créer le gros réseau d'alumni worldwide et très solidaire. Et franchement, dans la période actuelle, on a réellement besoin de la solidarité intergénérationnelle, mais pas que. On pense souvent à cette logique-là. Mais là, on a lancé l'opération sur le mentoring et on voit que finalement, le mentoring de pair à pair, ou alors du reverse mentoring, c'est aussi un besoin et que dans les périodes qu'on est en train de traverser pour notre secteur et nos métiers, voilà, il n'y a pas que l'intergénération. Tout le monde peut avoir besoin de tout le monde à un moment donné. Donc, merci encore à vous tous et toutes. Bon, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Autour d'un verre, je suis d'accord. Au revoir.